Bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans notre 54e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech, la 54e depuis le 24 mars exactement. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Mauvernet. Bonsoir, Monsieur Mauvernet. Merci d'être avec nous. C'est le président donc du groupe des Biopharm, groupe dont la notoriété n'est plus à faire, qui est basé à Lausanne, mais qui est déployé à l'international. Nous sommes dans le secteur de l'oncologie et des infections bactériennes. Voilà 41 ans que le groupe des Biopharm déploie une vision tout à fait exceptionnelle qui consiste à se centrer sur le segment du développement des médicaments, un modèle tout à fait original puisque le groupe scrute des molécules à travers le monde, place les plus prometteuses sous licence et les développe et négocie les droits sur leur vente. C'est ce qui fait la rentabilité du groupe. Mais des Biopharm, je dois ajouter que ce n'est pas que cela. C'est aussi un fonctionnement que je qualifierais d'agile. Et un groupe pharma agile, c'est rare. Je dois le dire que c'est pas quelque chose qu'on trouve couramment sur le marché. Alors oui, agile parce que Thierry Mauvernet a ajouté une autre vision à la vision initiale, qui est toujours la vision fondatrice, c'est celle de la médecine personnalisée. Je me souviens d'un entretien avec Thierry Mauvernet à l'époque, il m'a dit qu'il avait axé volontairement sur cette médecine personnalisée et avant tout le monde, 10 ans avant tout le monde, le groupe s'est orienté sur cette médecine et s'est mis à racheter des sociétés de diagnostic. On en parlera au cours de notre entretien. Voilà, ce qui est intéressant pour tous ceux qui nous suivent, il y a avec nous beaucoup de patrons de biotechnologie, de medtechnologie, c'est Thierry Mauvernet, la manière dont on va partir sur le chantier des molécules, dont vous les scrutez, dont vous les dont vous les captez et comment vous les sélectionnez pour les développer et comment ces molécules vont aller sur ce marché. Quelle est votre stratégie? La stratégie du groupe sur ce plan-là est intéressante. Si vous pouvez les développer, c'est très bien. Déjà, bonsoir, puis merci de m'accueillir ici. Donc, en fait, nous, la stratégie, en fait, elle a été lancée par mon père il y a 41 ans, vous avez très bien résumé. Donc, son idée, il a créé un modèle qui n'existe pas ailleurs, c'est vraiment le modèle NRDO, qu'on a un peu transformé maintenant en NDDO. NRDO, ça veut dire No Research Development Only. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit que le monde était notre laboratoire et qu'on pourrait trouver beaucoup de nouvelles belles opportunités dans le monde entier avec des gens qui savent mettre au point, chercher les molécules, mais le développer, c'est un autre savoir. Et nous, on s'est spécialisé dans le développement de molécules. C'est-à-dire on voit pas mal de nouvelles opportunités par an, entre 600 et 800, spécialisées uniquement en oncologie ou dans les maladies infectieuses. Et ce n'est pas l'exhaustivité totale, mais ça représente à peu près 30% de ce qui pourrait se passer. Donc, on a déjà une vision assez forte, un peu partout à travers le monde. Si on voit des molécules qui nous intéressent, on essaye de les licencier. En général, on ne rachète pas des molécules, on les licencie parce qu'on veut partager, on développe, on finance et on partage les royalties avec l'inventeur. Alors je dis en général, mais je vais revenir sur ce point, maintenant c'est de moins en moins le cas, pas de notre fait d'ailleurs, et puis on développe ces molécules avec un taux d'échec malheureusement qui est assez fort, mais c'est dans la pharma, et une fois qu'on ne peut plus rajouter de valeur, c'est là où on s'arrête. Nous, il n'y a pas une ligne directrice qui va nous dire on s'arrête à tel ou tel niveau. C'est lorsque on pense que d'autres personnes sont plus compétentes que nous pour continuer à développer la molécule, on la licencie à un gros groupe. Nos clients, c'est Sanofi, Pfizer, Ipsen en France, Technopharma, Dr Reddy, etc. Alors, je voulais juste revenir sur un point, c'est qu'en fait, souvent on a été obligé maintenant de changer le modèle et de racheter des molécules, parce que autrefois, quand mon père a créé le groupe, la majorité des molécules provenaient de centres académiques, un chercheur dans une université trouvait quelque chose, et puis on négociait avec l'université. Maintenant, c'est plus comme ça. Le chercheur, il trouve quelque chose,
ils créent une start-up. Il y a très vite des fonds de capital risque qui arrivent. Et puis, nous, on arrive un peu plus tard. Et si on dit à un fonds, OK, on va développer la molécule, il va nous falloir grosso modo une dizaine d'années, on a un taux d'échec qui est quand même aussi important, mais on va partager les revenus. Le fonds, en général, nous dit non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous me rachetez tout de suite. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé maintenant à être propriétaire de 60% de notre portefeuille. Enfin, alors, il y a quand même une compétition dans la course à ces molécules innovantes. Vous n'êtes pas les seuls, sans doute, à surveiller, à scruter. Et qu'est-ce qui va faire la différence quand vous remportez le marché, entre guillemets? Alors moi, ce que je dis en général, c'est qu'on ne fait jamais la compétition au niveau des prix. On ne va pas pouvoir s'aligner. Si vous une grosse pharma veut mettre surtout qu'il y a des prix qui sont, à mon sens, complètement dingues. Je crois que quand vous étiez venu un jour à Lausanne, je vous avais dit, chaque personne qui nous prend l'ascenseur imagine que sa molécule vaut 1 milliard. Donc, il y a des prix énormes. On ne va pas s'aligner là-dessus. Ce qu'il y a, c'est plutôt sur la coopération qu'on va faire. Et la grande différence, si vous voulez, avec beaucoup il y a plein de belles sociétés de pharma, c'est que nous, on a le même management depuis des années. Mon père, il a démarré il y a 41 ans, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis là. Et donc, en fait, on a une ligne directrice et on va vraiment penser pour le futur. Je ne sais pas si vous connaissez l'espérance de vie d'un CIO, c'est 4 ans, 2 mois, donc c'est assez court. Et à chaque fois qu'un CIO vient, il va changer souvent la stratégie. Il y a aussi dans notre domaine beaucoup d'acquisitions et de mergers. Donc, en fait, une molécule qui est prise maintenant, est-ce qu'elle va vraiment être développée par le groupe après dans l'avenir? Et est-ce que l'inventeur sera associé au développement? Moi, je peux dire, avec nous, oui. Avec une autre pharma, je ne veux pas. Il y en a qui le font, je veux dire. Donc, si vous voulez, assez vite, on arrive à trouver des gens qui disent, au fond, oui, c'est avec eux que je veux travailler, en l'occurrence avec des biopharma. Parfait. Alors, vous avez une expérience qui vous permet d'identifier les molécules qui ont quelques chances, malgré le taux d'échec. On en parle, qui est quand même existant. Mais il y a aussi tout un savoir-faire dans le développement et dans le réglementaire, parce que vous travaillez avec 70 pays environ dans ces développements-là, et même plus, je pense. Et justement, comment est-ce que vous organisez tout ça? Parce que c'est juste une chose, c'est-à-dire que en fait, quand j'ai dit pas de recherche, on ne fait pas de recherche fondamentale, mais on fait de la recherche appliquée, parce que très souvent, on arrive au niveau d'une molécule qui c'est vraiment très early, donc on le prend, et après, il va falloir qu'on puisse développer cette molécule, développer à beaucoup de niveaux, je veux dire, même la formulation, etc., il va falloir faire beaucoup de choses. Ça, c'est des choses en général, si on travaille avec une start-up, que la start-up ne va pas savoir. Donc, ou si on travaille avec quelque chose d'académique, ils ne vont pas forcément savoir faire ça. Donc, nous, effectivement, on va travailler sur la formulation, on va travailler sur les essais cliniques, on va travailler sur le réglementaire, on va travailler sur le market access. Donc, on va travailler sur les produits, la concurrence, sur les combinaisons. Donc, il y a énormément de choses. Je trouve que c'est un métier incroyablement passionnant d'un côté, mais incroyablement compliqué aussi d'autre part, où il faut réunir un nombre de talents pas possible. Et ça, je pense que c'est la force de DBFarm. Vous l'avez très justement dit, je pense qu'on est une société flexible. En tous les cas, on essaye toujours d'être flexible. Il faudra toujours s'améliorer, c'est pas fini. Mais ce qui va faire notre force, vous voyez, dans notre bâtiment à Lausanne, il y a 41 nationalités. On réunit les compétences. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose. On essaye d'avoir, comment je peux dire, on fait pas tout et on est loin de vouloir tout faire tout. Mais nous, on essaye d'outsourcer un maximum et de trouver les plus grandes compétences pour s'occuper de la molécule. Et ce que je disais, et ce que je vous ai dit déjà, c'est que je pense que beaucoup de gens font l'erreur de vouloir sous-traiter ce qu'ils ne savent pas faire. Essayez de sous-traiter ce que vous savez faire, parce que ça vous permet de contrôler. Et chez les biopharmes, en fait, on a énormément de personnes qui savent faire beaucoup de choses,
mais qui vont pouvoir après s'appuyer sur des compétences externes, mais pouvoir entre quelque part être des chefs de projet. Enfin, alors, tout à l'heure, justement, c'était un de nos échanges. Je qualifiais des biopharmes le fonctionnement de super RH parce que vous allez chercher effectivement des talents chez des prestataires externes. Alors ça aussi, c'est une façon et c'est une vision qui est intéressante. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner des chargés d'affaires réglementaires ou des prestataires d'affaires réglementaires ou d'autres? Parce que là, il vous faut comment dire, en temps réel, imaginer qui sont les mieux positionnés pour tel et tel produit. Je crois que nous, on doit avoir dans l'entreprise 6000 contrats de confidentialité. On travaille à pas loin de 400 consultants ou 500 consultants. Donc, si vous voulez, en fait, l'idée vraiment, c'est de dire on a un noyau dur, un noyau fort. On a pris des gens. Je voyais ce matin en passant devant, on a mis tous les drapeaux à l'entrée des différentes nationalités que l'on a dans le bâtiment. Il y a le drapeau irakien, il y a le drapeau grec, il y a le drapeau indien. Donc, on va aller chercher ces compétences-là. Donc, bien sûr, il y a les drapeaux français. Hein, vous ne faites pas de soucis là-dessus. Mais on va aller chercher ces compétences-là. Et puis, si vous voulez, ce sont des gens qui sont là, qui sont fidèles, ça fait longtemps qu'ils sont là. Et après, ils vont créer ce réseau qui sera souvent des consultants, des CRO, des CMO, etc. Et qu'on va sélectionner en fonction de la formulation. Tout de suite, on a un produit de la radiothérapie ciblée. Ce sera différent d'un produit qui serait une petite molécule ou un anticorps. Donc, vraiment, je crois que ce qui est très important, moi je dis souvent, c'est le plus grand des talents, c'est de trouver le talent des autres. Et je crois que vraiment, la force de DBioPharm, c'est ça. Moi, je suis tous les jours, quand je rentre dans le bâtiment, je me dis, quelle chance j'ai de travailler avec des gens avec une intelligence pareille. Parfait. Alors, vous avez une vision d'avenir, c'est ce que j'ai signalé dès le départ. Aujourd'hui, en oncologie, quels sont les segments que vous surveillez le plus? Quels sont les développements qui sont dans votre ligne de mire? Est-ce que ce sont les bispécifiques? Comment est-ce que vous imaginez votre écran? Alors moi, je ne peux pas vous répondre bien parce que moi, je ne suis pas un scientifique. Non, mais tout à fait. Il faut connaître ses compétences. Hein, donc, il faut savoir. Une chose qui est très importante, c'est savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, et ça c'est important. Maintenant, revenons sur l'oncologie. Notre objectif, ce n'est pas de soigner, mais c'est de guérir du cancer. Et donc, moi, je suis persuadé que d'ici, mettons, une vingtaine d'années, pas 100% des cancers, mais peut-être 90% des cancers seront vraiment guéris. Donc, et on doit tendre vers ça. On doit trouver vraiment des solutions pour guérir. Et un des moyens, bien sûr, c'est l'immunothérapie. Donc, c'est aussi beaucoup renforcer la radiothérapie. N'oublions pas que 60% des cancers sont soignés à travers la radiothérapie, soit de la radiothérapie ciblée, où on a 2 programmes là-dedans qui sont là-dedans, soit des programmes qui marchent en synergie avec la radiothérapie. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Vous avez aussi les anticorps. Vous avez aussi ce qui va jouer contre les mutations, parce que souvent le cancer, c'est une mutation. Donc, il faut vraiment, je dirais quelque part, il ne faut pas se bloquer sur des modes. Je ne veux pas dire, mais je pense qu'il y a eu quand même une grande mode dans l'immuno-oncologie. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons produits, ça veut dire que ce ne sera pas forcément l'unique solution. Et donc, il va falloir essayer de travailler sur d'autres solutions classiques. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Yeah. J'invite au passage nos participants qui le souhaitent à commencer à formuler leurs questions par écrit pendant que nous poursuivons. La question peut-être pratique,
pour nos biotech françaises, celles qui nous écoutent, c'est quel est le cheminement que doit faire une biotech qui a une molécule qui est susceptible de vous intéresser? Comment est-ce qu'elle doit s'y prendre? Je m'excuse, mais j'ai vraiment quelqu'un. Pas de problème. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Donc, je reprends. Quel est le cheminement pour les biotech qui nous écoutent, les biotech françaises ou les medtech, surtout les biotech, quel est le cheminement qu'elles doivent accomplir pour, si elles ont une molécule à vous présenter, un produit à vous présenter, comment ça se passe concrètement quand on approche le groupe des biopharmes, avant de prendre l'ascenseur? Je crois que la première des choses, d'abord, très souvent, c'est nous qui les abordons. Je veux dire aussi, nous, on va beaucoup dans les congrès, on a toute une équipe qui va voir les gens, et c'est un peu aussi une partie de notre métier. Mais la première des choses, je reviens là-dessus, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Et en fait, beaucoup de gens viennent et pensent qu'ils sont capables de faire le travail de développement. C'est très spécifique, le travail de développement. C'est quelque chose de très, très compliqué. Et donc, il va falloir mutuellement, il va falloir que la personne qui va venir nous rencontrer, elle ne va pas uniquement venir chercher de l'argent, elle va essayer de venir chercher des compétences. Comment on va pouvoir développer un produit. Bravo d'avoir trouvé une molécule. Bravo de s'être intéressé à quelque chose de nouveau. Bravo. Mais après, entre la molécule qui est sur une paillasse de laboratoire et le produit qui est sur une étagère de l'hôpital, vous avez un chemin incroyable. Donc, vous avez un chemin qui va durer 10-15 ans. Il faut essayer de raccourcir ce temps, mais actuellement, il est encore très, très long. Et puis, c'est un chemin qui va coûter 1 milliard. Donc, il faut vraiment avoir conscience de toutes les difficultés. Il va falloir s'entourer de beaucoup de compétences. Et je crois que nous, on arrive à bien s'entendre avec des sociétés à partir du moment où la société déjà est ouverte. Cette jeune société ou même l'académie, je veux dire, après c'est différent. Nous, on a pris par exemple un produit de Chugai, ça c'est totalement différent. Ce sont des grosses sociétés qui en connaissent certainement mieux que nous. Mais ceci dit autrement, il va falloir que ces sociétés veuillent vraiment coopérer, être ouverts et se dire on va chercher un partenaire. Des biopharmes, je veux dire, alors on ne fait pas tout juste, mais on peut dire que je pense qu'on est des bons partenaires. On fait des partenariats en amont pour trouver des molécules, on fait des partenariats pour développer des molécules et on fait des partenariats en aval pour la commercialisation puisqu'on ne commercialise pas. Donc avec des grosses sociétés. On vient entre guillemets d'ailleurs de recevoir un award qui était donné aux États-Unis pour le meilleur partenariat avec Ipsen. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose d'important de dire, OK, j'ai trouvé quelque chose, je vais essayer de trouver la meilleure société qui va pouvoir m'aider à développer ça. Parfait. Juste une petite question sur les molécules de Jean-Yves Renaud qui vous demande si Debiopharm est uniquement intéressé par les molécules nouvelles, NCE ou NBE, ou bien également par les projets de repositionnement. Ça peut exister, les projets de... Nous, il faut être ouvert, encore une fois, donc il faut être ouvert à tout. Mais c'est vrai qu'on est plutôt, si vous voulez, dans des molécules nouvelles, parce que nous, on travaille essentiellement des first in class. Donc, pas les best in class, mais les first in class. Donc, ça va plutôt être des molécules nouvelles. Parfait. Donc, merci pour cette réponse. On va passer au deuxième plan, qui est celui de l'investissement. Alors ça c'est, on va dire, quelque chose que vous avez initié. Là aussi, nous en avions parlé en son temps à l'époque sur la médecine personnalisée, avec cette vision que vous aviez. Et cet investissement, vous avez multiplié les investissements. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce déploiement dans l'investissement et on voit votre news flow est important. On le voit tous les jours, toutes les semaines. Il y a quelque chose qui se passe chez Debiopharm. Assez souvent, en fait, si vous voulez, la vision du groupe, et maintenant c'est déjà depuis une quinzaine d'années, c'est on ne va pas essayer d'avoir un médicament. On va essayer d'avoir d'abord le bon diagnostic pour avoir le bon médicament, le bon monitoring et si possible le bon support. Moi, je ne parle plus de médicaments, je parle de traitement. Donc, il faut avoir vraiment cette vision globale. Et si on veut essayer vraiment de penser traitement et non plus médicament, il faut connaître un peu les différents secteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a, je crois,
presque une quinzaine d'années. Donc, on a commencé en 2006, oui, donc presque une quinzaine d'années. On a créé un fonds qui est un fonds stratégique de 150 millions et en fait, qui s'appelle les Farm Innovation Fund. Et au tout début, il était vraiment spécialisé dans le diagnostic. Encore une fois, je reprends ma chaîne. Avant le médicament, essayons d'avoir le bon diagnostic pour donner le bon médicament et si possible à la bonne dose. Donc en fait, on a pas mal investi. En général, nous, on est très rarement majoritaire, voire unique actionnaire. Ça, c'est arrivé, hein, puisque je crois que vous parliez de Genpot, mais honnêtement, je suis désolé. Hein, mais nous, c'est vraiment pas notre truc. On essaye d'accompagner des sociétés et de comprendre et travailler avec ces sociétés, avoir cette vision un petit peu holistique, si vous voulez, de la chose. Donc, on a démarré par des sociétés dans le diagnostic. Je crois qu'on avait 4 ou 5. Maintenant, beaucoup sont sortis. Il y en a plusieurs qui sont en bourse. Après, maintenant, on s'est dit plus loin que ça. Il faut aussi aller maintenant dans le monitoring. Le développement de médicaments, on le fait. Mais ça ne suffit pas simplement de développer un produit. Il faut aussi, dans la mesure du possible, pouvoir monitorer la prise de médicaments. On peut beaucoup, enfin, je veux dire, notamment avec tout ce qui est digital, on peut très rapidement s'apercevoir si un médicament fonctionne ou ne fonctionne pas, si la dose est bien ou pas bonne, s'il y a des effets adverses, oui ou non. Et donc, ce monitoring est très important. Donc, du coup, on a investi dans les sociétés de monitoring, Keku ou Carval aux États-Unis. Et puis, en même temps, après, on s'est dit aussi comment on peut mettre plus de digital dans notre développement. C'est ce qui nous a amené à Nova Discovery, qui est en France, mais ce qui vient de nous amener aussi à Nuclei, qui est en Israël. Donc, en fait, cette idée, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir une vision complète. Il faut je dirais un petit peu la médecine au sens large. À la limite, c'est pas un médicament qu'il faut essayer de vendre, c'est un état de santé. Essayer de dire, OK, on va vous remettre en bonne santé. Et puis pour ça, vous allez avoir tout un suivi qu'il va falloir faire. Et c'est pour ça il faut investir pour comprendre. Si je peux me permettre de rajouter une chose, je crois que l'innovation incrémentale, elle vient souvent de l'intérieur, mais l'innovation disruptive, c'est rarissime de l'avoir à l'intérieur de la société. Donc, il faut souvent aller la chercher et donc il faut se rapprocher et collaborer avec des groupes extérieurs. Merci pour cette réponse. Je rappelle à nos participants que vous pouvez dès à présent poser vos questions pendant que je continue. Je les lis sur la droite de mon écran, donc si j'en vois une, je la poserai à Monsieur Thierry Mauvernet. En attendant, il y a une chose qui est aussi intéressante. On va parler des infections bactériennes, l'antibiorésistance. Alors ça, on a vu l'ensemble des grandes pharma se désintéresser, laisser sur leurs étagères ces molécules parce que c'était plus tellement rentable. Et vous avez persisté et continué. Donc, j'aimerais avoir votre vision sur ce segment-là. Et puis, on voit que, ma foi, avec ce qui s'est passé avec l'épisode Covid-19 et d'autres choses qui peuvent arriver, ça revient au centre du jeu. Oui, je pense que on l'a vécu. Malheureusement, c'était un drame avec le Covid. Je pense qu'on a sous-estimé ces pandémies, qu'ils soient bactériennes ou virales. Malheureusement, parce que c'était éloigné ce qui se passait très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, ces épidémies étaient très souvent dans des pays en voie de développement et donc, quand ça ne nous touche pas directement, on est un peu moins concerné, quoi. Je me permets souvent de rappeler que la tuberculose tue 1 900 000 personnes par an. Il y en a 250 000 qui meurent du fait qu'elles sont résistantes à tout traitement. 250 000, c'est la moitié du nombre de morts du Covid. Et en fait, on n'en parle pas du tout. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, nous, on a démarré il y a maintenant, je crois, 8 ou 9 ans. Et en fait, on s'est dit, faisons, si on en a les moyens, attaquons-nous donc à ce problème. On en a les moyens parce qu'on est un groupe privé.
Et donc, en fait, on n'a pas tous les trimestres, on ne doit pas remettre des comptes. On peut vraiment réfléchir à long terme. Et puis, objectivement, de temps en temps, on peut se dire, OK, on le fait plus par esprit citoyen que par une pure rentabilité. Donc, nous, on a commencé à travailler sur les antibiotiques et créer des nouvelles classes d'antibiotiques. En 25 ans, il n'y a que 2 classes d'antibiotiques qui ont été développées, dont la nôtre. On a actuellement en cours de développement 3 antibiotiques. Et je voudrais vraiment que cette crise qui est dramatique serve à sensibiliser les gens à ce problème-là. On a effectivement un grave problème viral avec le Covid. Attention, si jamais, mais on peut espérer avoir un vaccin en début de l'année prochaine, au milieu de l'année prochaine. Et peut-être aussi des antiviraux qu'on va repositionner entre-temps. Mais si vous avez une résistance, une bactérie résistante aux antibiotiques, créer un nouvel antibiotique, ça ne va pas vous prendre un an. Ça va vous prendre normalement 10 ans. Alors, on va essayer de raccourcir tout ça, mais ça vous prendra quand même 5 ans. Imaginez vivre la période que l'on a vécue, mais pendant 5 ans, qui sera d'autant plus embêtante parce qu'en général, toutes ces bactéries se retrouvent essentiellement souvent dans les hôpitaux. Ça va être hyper compliqué. Et là, quelque part, il faudra qu'on se reconnaisse tous coupables. Parce qu'on connaît les bactéries résistantes. On n'a qu'à aller en Inde, on n'a qu'à aller en Israël aussi, il y en a pas mal, dans beaucoup de pays. Et on pourrait faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose, travailler d'ores et déjà. Malheureusement, tant que ça ne nous touche pas tout de suite, on ne fait rien. Et puis en même temps, il faudrait, parce que les bactéries, ça n'a pas de frontières, il faudrait quelque chose au niveau international, et les pays sont plutôt une tendance à se refermer actuellement. Donc, moi, je ne perds pas espoir. Je pense que le bon truc de cette pandémie sera de nous pousser à faire ça, mais j'attends de voir l'aide du gouvernement. On a parlé tout à l'heure d'un fonds qui pourrait cibler, d'un fonds de financement qui pourrait cibler les antibiotiques. C'est un fonds qui est appelé de ses voeux en France. Alors ça, il y a beaucoup de personnes notamment des CEO de biotech qui sont engagés dans cette voie-là, qui appellent de leur vœu la création de ce type de fonds. Il y a des venture capitalistes qui disent non, moi, ce serait une stupidité de créer un fonds pareil. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant de revenir au fond, ce qu'il faut dire, c'est que s'il n'y a pas d'antibiotiques et si la majorité des grosses pharma ont arrêté les antibiotiques, GSK il y a moins de 3 mois ou 4 mois, c'était Novartis l'année dernière, a arrêté, c'est parce qu'il n'y a pas de business model. Parce qu'un antibiotique, le nouvel antibiotique, si possible, on ne l'utilise pas, on la met au fond du tiroir parce qu'on ne veut pas créer de résistance. Ça, c'est le premier truc. D'autre part, un antibiotique, ça ne se vend pas cher. Ça guérit en l'espace de quelques jours. Et le bon antibiotique, on va le cibler à une population restreinte pour bloquer l'épidémie. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'actuellement, développer un antibiotique, c'est quelque chose de relativement difficile. Ce qu'il faut faire, à mon sens, et je vais rebondir sur votre question, c'est développer un business model. Si vous n'avez pas de business model, on n'y arrivera pas. Si on continue à vendre des antibiotiques pas chers en disant ne les utilisez pas, ça ne marchera pas. Et le business model actuellement, qui est de toute la pharma, qui est basé sur les volumes, faites des volumes, vous gagnez de l'argent. Dans les antibiotiques, c'est exactement l'inverse. Donc, il faut un système assurantiel. C'est un petit peu comme les armes. Un pays se dote en armes, mais ce n'est pas pour les utiliser. Si possible, on serait content qu'ils ne les utilisent pas. C'est un peu comme les airbags dans votre voiture. Vous avez des airbags, mais ce n'est pas pour les utiliser, c'est pour vous protéger. Et donc, en fait, moi, je pense que dans les antibiotiques, il faudrait raisonner un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème de protection. C'est pas plus on en vend, plus on génère de l'argent. C'est à extrême limite, il faudrait l'avoir en sécurité. Ça, c'est le problème. C'est un des moyens de changer ça. Ça a été discuté il y a quelques années. Après, ça a été abandonné. Je pense qu'il faudra revenir sur un système comme ça. Un autre système, c'est de se faire financer par des organismes, type Carbex, BARDA,
mais ça ne paye qu'une partie, si vous voulez, du développement. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien, nous on est contents, on a reçu 3 fois une subvention de Carbex, mais si vous voulez, c'est un petit montant par rapport aux sommes dépensées. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça valide votre travail. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment des experts qui sont là. Quelque part, c'est une bonne reconnaissance pour l'équipe, c'est une bonne reconnaissance pour ce qu'on fait. Puis aussi, ça nous ouvre des portes et ça nous aide dans notre travail. Après, vous avez un autre système, c'est un sénateur américain qui vient de développer ça. Alors, de développer, ça veut dire que ce n'est pas pour ça que c'est accepté, hein, qui s'appelle Pasteur USA. Et en fait, l'idée, c'est de dire que on développe un antibiotique. Si cet antibiotique arrive sur le marché, ça va être un organisme, alors maintenant, ça reste à définir qui, probablement dans différents pays, ce seront des organismes différents, qui vont vous demander une licence sur ce produit ou vont demander une cession du produit. Donc, ce qui fait que vous allez le développer, puis vous n'aurez plus le problème de vente, et donc ce sera un peu le gouvernement qui dira, OK, tu le mets dans le tiroir ou pas, tu le sors quand il faut le sortir ou pas. Ça, je pense que c'est un bon modèle aussi, parce que, je veux dire, à l'extrême limite, le business model, c'est après comment on vend notre antibiotique. Bon, ben OK, si on n'a déjà pas ça, on doit se charger de faire quelque chose de nouveau, et je pense que ça motiverait pas mal de gens. Et puis, il y a la quatrième idée, là, qui devrait sortir, je pense, mi-juillet, même un petit peu avant. Et là, ce serait de faire un venture fund. Ce serait des pharma qui mettraient de l'argent. Et puis, pour aider les startups qui développent des antibiotiques. A priori, mais il faut voir, moi, je ne suis pas forcément un grand fan de ça, parce que si vous ne changez pas le business model, OK, vous allez développer, mais après, c'est un fonds, il va falloir que ça fonctionne. Donc, voilà. Mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de se poser le problème. Comment peut-on faire pour développer des nouvelles classes d'antibiotiques? N'oublions pas qu'on en a créé peut-être une 50aine ou une 40aine de classes d'antibiotiques après la Deuxième Guerre mondiale. Depuis les années 90, il n'y a plus rien qui se fait. Il n'y a plus rien. Et là, entre guillemets, on alerte, on dit, et là, on ne pourra pas dire, ah oui, mais on ne le savait pas. Non, ce n'est pas vrai, on le sait. Et à mon avis, tout le monde se focalise sur les dépendances alimentaires. Oui, OK, mais on a une dépendance sanitaire importante, on vient de voir. Hein, je veux dire, donc, et une interdépendance aussi importante. Il y a eu aussi un mouvement anti-antibiotique assez large au niveau mondial. Donc, c'est une question qui mériterait d'être traitée. Nous avons des questions de la salle pendant que nous parlions. Plusieurs sont arrivées. Alors, on revient sur le sujet des sociétés que vous accompagnez. Quand vous décidez d'accompagner une jeune société, pour développer un nouveau traitement, est-ce que vous privilégiez un accord de partenariat ou une prise de participation ou une combinaison des deux? Alors, on peut très bien avoir le partenariat, mais alors là, on prend une licence ou on fait un partenariat avec une société. On peut très bien investir dans l'entreprise. Donc, en général, nous, il n'y a pas de chiffre magique, mais si vous voulez, souvent, on prend 20 à 25% du capital. Toujours, encore une fois, ce que j'appelle du smart money, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste de l'argent comme ça, autrement, il faut aller voir une banque. Nous, on est toujours au board et très souvent 2 personnes. Parce que c'est vrai que 2 paires d'yeux, c'est mieux et ça permet d'avoir plusieurs points de vue, donc, etc., pour aider l'entreprise à se développer. Donc, on est encore une fois, il faut le faire en toute humilité. La technologie, les gens la connaissent mieux que nous, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on investit. Mais par contre, on a fait tellement de bêtises qu'on sait ce qui est a priori, là on voit, il ne faut vraiment pas le faire. Hein. Je veux dire, la gestion aussi, les RH aussi. Je disais tout à l'heure qu'on était un peu spécialisé dans la RH. Je pense que le développement d'une start-up, souvent, elle passe par une bonne gestion des ressources humaines. Donc voilà, donc on va investir. Maintenant, les deux, pourquoi pas investir et faire un partenariat. Très souvent, les deux ne vont pas matcher en même temps. Mais pourquoi pas? On vient de le faire, on est dans une société qui s'appelle BC Platform. Pareil, je pense qu'on a à peu près aux alentours de 20% du capital. On est rentré il y a 2-3 ans. On a fait aussi un partenariat avec eux.
et ils nous aident dans nos développements. Donc, vous savez, je pense qu'il faut vraiment être ouvert. Je pense qu'il faut faire du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Je pense que ça, c'est important. Bien, même personne qui nous pose une seconde question sur l'infectiologie. En matière d'infectiologie, est-ce que vous êtes intéressé par les nouveaux traitements de parasitose, lesquels sont souvent des maladies tropicales? Est-ce que c'est des maladies qui sont souvent mal prises en charge en plus, mais dans des marchés peu solvables? Alors, est-ce que ce sont finalement des produits qui nous intéressent? Oui, oui, ça nous intéresse. Donc, je veux dire, on avait même essayé à un moment la dengue. Donc, en fait, moi, j'ai rien contre du tout ces produits. Encore une fois, on a la chance d'être privé, donc de laisser plus de liberté qu'une société cotée en bourse. Après, c'est un problème de compétence. Si nous, on n'a pas la compétence pour ça, notamment ces produits-là, souvent, il faut les développer on ne peut pas les développer en Europe, on ne peut pas les développer aux États-Unis parce que souvent, la maladie, elle n'est pas ici. Donc, ça va être plus compliqué à faire. Et si on n'a pas la compétence et qu'on n'est pas les meilleurs, il ne faut pas le faire. Mais actuellement, on développe un programme sur la gonorrhée. La gonorrhée, c'est aussi beaucoup dans les pays en voie de développement, hein, les pays émergents. Parfait. Une autre question, on reste dans les molécules, sur une question qui concerne les molécules qui vous intéressent. En oncologie, plutôt les petites ou plutôt les petites molécules ou plutôt les anticorps ou une autre approche? Alors, on n'est pas, je pense qu'il faut pas se restreindre à quelque chose. On développe un anticorps tout de suite, hein, et donc on développe aussi des petites molécules. Moi, je vais vous dire, a priori, la petite molécule, c'est plus simple que l'anticorps. La petite molécule. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la molécule qui marche. Donc, si on développe quelque chose où on y croit avec une forte conviction, le critère d'anticorps ou de petites molécules passera en deuxième, ce sera un deuxième critère, ce ne sera pas le critère principal. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose auquel on va vraiment croire et on pense vraiment qu'on pourra aboutir et amener ce produit sur le marché. Encore une fois, on est dans un métier, malheureusement, où on a pas mal d'échecs, mais la force de DBFarm, c'est souvent d'avoir eu un peu moins d'échecs que les autres. Donc, parce qu'on aura un peu mieux sélectionné, un peu mieux développé, etc. Donc, on va rester là-dedans. Mais le critère, ce n'est pas anticorps ou petites molécules. C'est vraiment, il y a un besoin, on y croit, on a la capacité. Encore une fois, on sait faire ça ou pas. Si on ne sait pas faire, il ne faut pas faire. On sait faire ça, donc OK, on peut y aller. Parfait. Il va y avoir tout à l'heure une question sur les VC, vos relations avec les venture capitalistes, mais on continue sur la veine des produits. Quelqu'un qui nous demande et qui vous demande si vous êtes intéressé par les vaccins. Alors, non, on n'est pas intéressé parce qu'on ne connaît pas. Et là, il faut des compétences. Vous savez, je pense que c'est comme en fait, on a dit des deux femmes, c'est vraiment deux domaines, l'oncologie et les anti-infectieux. On ne va pas dans le cardiaque, on ne va pas dans les maladies neurodégénératives. Restons là où on connaît, ce qu'on peut connaître. Encore une fois, il faut tellement de connaissances, de compétences pour amener un produit d'un laboratoire à un hôpital. Donc, faisons ce qu'on sait faire. Hein. Autrement, on va se perdre dans des méandres et puis après, on ne rendra pas service à la molécule. Parfait. Nous arrivons vers les dernières questions. Il est 19h39. Une question sur vos relations avec les VC en santé. Est-ce qu'ils voient comme votre modèle, le modèle de DBioPharm, comme complémentaire à leur métier, ou alors est-ce que vous battez sur les mêmes opportunités? Ah non, je crois très complémentaire. D'ailleurs, je vous disais, nous, on est plutôt investisseurs à raison de 20 à 25%. Donc, encore une fois, l'exception, c'était Genpoc, qui a été une magnifique exception, mais ceci dit, c'était plutôt l'exception. Donc, nous, on est très contents d'avoir des VC, donc, qui vont pouvoir nous aider. Nous, on va être un petit peu le partenaire, il ne faut pas être prétentieux, mais un peu scientifique. Si vous voulez, on va amener de l'argent, mais on sera aussi le partenaire scientifique. Mais les VC vont être le partenaire financier qui vont aussi amener une certaine rigueur financière et vont apporter des choses que nous, on n'a pas. Donc, nous, on est très, très souvent on va s'associer avec des VC, mais j'ai aucun problème avec ça. Hein. Assez souvent maintenant avec
avec des fonds stratégiques de pharma. Parce que maintenant, tout le monde a créé, enfin, toutes les grosses pharma ont créé des fonds stratégiques. Là, je peux avoir la prétention de dire que les biopharma a été un des tout premiers à le faire, hein, il y a quelques années. Mais maintenant, beaucoup de ces pharma se sont aperçus qu'il faut aussi investir dans ces jeunes technologies. Ces nouvelles technologies, on ne les trouvera pas en interne. Donc, investissons à l'extérieur. Parfait. Justement, à propos des Big Pharma, une autre question sur vos relations avec les Big Pharma pour la partie commercialisation. Est-ce que ce sont les Big Pharma qui viennent à vous ou vous qui allez aux Big Pharma? Les Alors, deux. vous allez répondre les deux, mon capitaine. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, alors déjà, les relations, elles sont très bonnes. Si on a reçu c'est un award américain donné à 2 sociétés européennes, donc c'est rarissime. Hein, je pense que, donc, effectivement, si on a reçu, c'est qu'on a travaillé, ça fait 35 ans qu'on travaille avec Ipsen et on a signé l'année dernière un nouveau contrat pour 15 ans de plus, donc ça fera 50 ans. Donc, avec Sanofi, je crois que ça fait 25 ans qu'on travaille avec Sanofi. On vient de signer avec Takeda, donc il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Donc, on travaille aussi avec Pfizer, donc on travaille avec les grosses pharma et on en est très content et on en est très fiers. Nous, ça se passe bien, donc je pense qu'après, il faut s'adapter parce que chaque big pharma va avoir son niveau. J'en connais certaines qui ont 11 niveaux de décision. Hein. Puis d'autres, c'est un peu plus court, donc heureusement. Mais donc, il va falloir s'adapter à la pharma. Nous, on sait que la vente, encore une fois, on va jusqu'au market access, mais la vente, c'est toute une structure, ça, on ne saura pas faire. Et si je peux me permettre juste de prendre l'exemple de Genpoc, effectivement, on est rentré dans cette société, c'était 4 ou 5 personnes. On est devenu majoritaire, c'était une dizaine ou une quinzaine de personnes. On a terminé avec 92 ou 99% des actions. Donc là, c'était une centaine de personnes. Donc d'une start-up, on en a fait une société avec 100 personnes. Entre-temps, on a eu 5 approbations de la FDA. Hein, donc il n'y avait rien du tout quand on est rentré. Donc juste un projet, puis 5 approbations de la FDA. Donc, mais très rapidement, après, on s'est dit, tiens, on va essayer de vendre. C'était une dernière expérience qu'on a fait. En 6 mois, on s'est dit, non, je veux dire, là, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Donc, on a cédé l'entreprise. Encore une fois, il ne faut pas avoir d'orgueil. Moi, je dis souvent, il faut un petit ego personnel, mais un très gros ego pour le produit. On s'est dit, il y a des gens qui feront mieux ça que nous. Et donc, on l'a cédé à Meridian, qui avait 200 vendeurs, et donc qui, d'un seul coup, a pu faire beaucoup plus de choses que nous. Donc, encore une fois, savoir ce qu'on ne sait pas, ça me semble très, très important. Et essayons de nous associer à des gens qui sont plus forts que nous. Ça aussi, c'est très important. Parfait. On prend juste la dernière question. C'est une question sur la Chine. C'est intéressant parce que les investisseurs chinois arrivent quand même, sont très dynamiques, arrivent en Europe et se déploient. Là, la question touche le fait que des biopharmes travaillent beaucoup avec des groupes américains et européens. Qu'est-ce que vous pensez de la collaboration avec des groupes pharmaceutiques et biotech chinois? Et est-ce que vous avez une stratégie en Asie? Takeda, c'est en Asie. Alors, Takeda, c'est au Japon. Je crois que c'est la première société japonaise. Hein, donc, nous, on vend beaucoup au Japon hein, avec Yakult, donc qui est un de nos partenaires. Donc, depuis alors longtemps, je pense que ça doit faire aussi une vingtaine d'années. Je pense qu'il ne faut pas confondre le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong. C'est vraiment un groupe un peu différent de la Chine. Donc, il faut un petit peu séparer les choses. Actuellement, un de nos premiers marchés, c'est la Chine, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose parce que pendant 3 mois, les Chinois ont arrêté de se soigner. Hein, donc voilà. Nous, on n'a pas d'expérience de vendre directement en Chine. Donc, on passe toujours par soit Sanofi, soit en l'occurrence Ipsen. Un de nos derniers enregistrements, c'est dans la puberté précoce, le 6 mois, enfin une injection tous les 6 mois, que l'on va essayer on essaie de faire en Chine. Donc, on aide beaucoup nos partenaires en Chine, on vend beaucoup en Chine, mais l'expérience directe avec des sociétés chinoises, je ne peux pas vous dire, on ne l'a pas. On essaye tout de suite de se rapprocher beaucoup de sociétés chinoises parce que je pense que, mine de rien,
bien sûr, c'est un très très gros marché. La Chine veut vivre un peu sa vie un petit peu à part. Il y a quelque temps, c'était le Japon qui vivait sa vie à part. Il fallait faire des études au Japon pour vendre le produit au Japon. Maintenant, le Japon accepte aussi ce qui est fait dans d'autres pays. La Chine l'accepte actuellement. Je ne suis pas convaincu qu'il l'accepte dans 5 ou 6 ans. Les Chinois considèrent que maintenant ils sont une puissance suffisamment forte pour demander que des études soient faites exclusivement sur leur sol. Ce n'est pas le cas tout de suite, mais je pense que si vous voulez, il faut penser, encore une fois, nous, nos produits, si on prend une molécule maintenant, ce sera dans 10 ans sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est embêtant en Chine, c'est vraiment ce problème de propriété intellectuelle. Donc il y a encore pas mal de problèmes si vous voulez résoudre. Et si vous n'avez pas une structure sur place, je pense qu'on n'est peut-être pas encore, nous, en tous les cas des biopharmes, suffisamment forts. Donc, passons par des partenaires qui ont vraiment des grosses structures sur place. Merci pour cette réponse. Il est 19h46. On a un peu débordé du temps imparti. On aurait encore une centaine de questions, voire plus à vous poser, tellement c'est intéressant. Vous nous avez fait un très beau panorama sur des biopharmes et sa profondeur. Je vais citer les conférences de demain et après-demain, comme à l'habitude en fin de chaque conférence. Demain, donc, nous aurons Marc de Garidel, Ipsen, puis Corvidia qui a été racheté, vous le savez, il y a très peu de temps par Novo Nordisk pour un montant de 2,1 milliards de dollars. Ça, ce sera donc pour la conférence de mercredi soir. Jeudi soir, je milite pour qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Terence Béguin et qui dirige Apteus. C'est une biotech et qui adresse les maladies ultra rares, qui est capable de travailler sur des repositionnements de médicaments pour une personne. Voilà, donc il est en oncologie, donc ça vaut le coup d'assister à cette conférence aussi parce que je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie pour le moment. Peut-être que ça va se développer, mais voilà. Donc il est au cœur. En fait, il travaille sur des modèles de maladies génétiques in vitro et il va trouver à partir du repositionnement de médicaments la thérapie qu'il faut pour la personne qui a donné cet échantillon. Voilà, je vous remercie encore tous. Thierry Mauvernet, merci beaucoup encore. Ça fait toujours un extrême plaisir de vous recevoir et d'être avec vous et de discuter avec vous. Merci à tous d'être avec nous. Au revoir. Au revoir.